Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans cette édition de Fantastica Radio Web, il me fait plaisir de parler à François Houle, notre chroniqueur en zoologie, qui nous parle ici de l'évolution de la vulgarisation scientifique animale. Avec l'évolution de la race humaine et de la science, on a eu bien sûr, et ce n'est pas un secret pour tout le monde, une évolution également pour les animaux. À l'origine, on disait bien des choses. Aujourd'hui, on en dit bien d'autres. Et qui d'autre de mieux que François pour nous mettre les choses à la bonne place? Bonjour François. Allô, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la vulgarisation scientifique animale. Pour ceux, par le mot vulgarisation, ça ne veut pas dire qu'on va vous parler de manière vulgaire des animaux, parce que les gens, des fois, confondent vulgarisation et vulgaire, c'est deux choses. La vulgarisation, c'est la façon de rendre populaire ou de rendre hyper accessible l'information scientifique ou toute autre information. Okay? Donc, on parle souvent d'un vulgarisateur, de la vulgarisation. Donc, cette façon auprès des jeunes ou du grand public de rendre accessible et compréhensible le langage ou le propos tenu, et ça, pas juste en sciences naturelles, que ce soit en mathématiques, astronomie ou quoi que ce soit. C'est les gens qu'on voit à la télévision, des fois, qui font des animations de science, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec le vulgaire, c'est autre chose. Donc, oubliez qu'on va vous parler de manière vulgaire des animaux, mais qu'on va vous parler la vulgarisation des premiers temps de l'écrit ou de la parole, si je peux dire, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à Internet comme tel, ça a évolué. La manière suivante, c'est que les sciences, à mesure qu'on avance dans le domaine des connaissances, ça se raffine, ça se précise, ça se corrige, ça s'analyse, puis ça se développe de manière rigoureuse. Mais dans les tout débuts, c'était du balbutiement. On observait, avec les seules choses qu'on avait sous la main pour observer la nature, c'est-à-dire nos yeux, à la rigueur nos oreilles, peut-être le nez, la bouche, mais surtout les yeux. Okay? Et des yeux de la parole. Donc, les premiers naturalistes, je ne parle pas de Darwin et compagnie, mais bien d'avant là, du moins dans les propos qu'on retrouve encore dans les archives écrites ou verbales, Pline l'Ancien, Aristote le Grec, Buffon, français qui avait aidé à la fondation du Muséum de sciences de Paris, le Jardin des plantes. Donc, on est en 1800 quelques. Et les autres qui ont suivi. Donc, ces premiers-là, c'était de l'observation. Puis de l'observation, il y avait beaucoup d'erronés et de façons de faire, de façons de voir.
On croyait que, tu sais, des trucs de genre. Je vais te donner un exemple. Je vais citer, je te fais une citation qui est super amusante. Ouais. Sur les autruches, faite par Pline l'Ancien, okay, comme tel. Les plus grands oiseaux qui se rapprochent même des animaux à quatre pattes, déjà on part mal, sont les autruches d'Afrique. Elles dépassent la hauteur d'un humain à cheval. Des ailes ne leur sont données que pour les aider à courir. D'ailleurs, ce ne sont pas des oiseaux puisqu'elles ne quittent jamais la terre ferme. Ah, OK. Fait que dans quoi tu classes ça de bon? Leurs pieds sont ceux d'un cerf fourchu qui leur servent à lancer des pierres sur les ennemis qui les poursuivent. Mais, capables de tout dévorer, elles ont l'étrange capacité de pouvoir tout gérer. Mais leur stupidité n'en est pas moins originale. Elles s'imaginent qu'avec un corps aussi grand qu'on ne les voit plus lorsqu'elles se cachent la tête dans les broussailles. Donc, on connaît l'expression « faire l'autruche ». Ça date de cette époque-là. On est au 1er siècle de notre ère, hein? En l'an 0. Donc, il y a des croyances comme ça qui sont encore dures, OK? Mais qui viennent d'observation. Pline l'Ancien, Aristote, le grec, faisait des observations justement de ce genre-là, où on leur rapportait ce genre d'observation-là, et anthropomorphique. Hein? C'était souvent vu, wow, OK, comme ça. On sait qu'aujourd'hui, que les autruches ne sont pas stupides. On sait que c'est des oiseaux, en passant, même s'ils ne volent pas, ça demeure c'est resté des oiseaux, ça l'était toujours, ça n'a jamais été ça. Ça ne fait pas partie des animaux à quatre pattes parce qu'il y en a deux, là, qui sont sur la terre ferme. Ça ne lance aucun caillou, puis ça ne cache pas la tête dans le sol. Cette expression-là vient du fait que l'autruche, quand elle veut manger, elle en fait comme les poules, elle envale des petites graines pour faciliter la digestion, le broiement des aliments, et c'est une granivore, une herbivore. Donc, elle mange au sol. Donc, d'où l'impression qu'on a souvent qu'elle a la tête cachée, tout simplement. C'est resté depuis cette époque-là. On pense que c'est comme ça. T'sais. Donc, c'est des grandes époques où c'était romancé. L'observation des animaux était romancée. On partait souvent de l'observation par rapport à notre propre champ d'expérience. On se disait, si cet animal-là fait ça, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. C'est probablement parce qu'il fait ça comme ça. On se mettait dans la peau, hein, d'où l'anthropomorphisme, on se mettait dans la peau de l'animal. C'est comme tel. L'autre chose, à part de l'observation, beaucoup de ces gens-là, comme Pline, Aristote, Buffon, n'ont jamais voyagé. Pline n'a jamais vu d'autruche. On lui a raconté l'histoire. Et lui, il a mis ça dans ses contes, l'histoire naturelle. C'était quelqu'un d'important. Donc, on allait le voir, on disait, on m'a conté une histoire, telle affaire, et lui mettait ça dans les écrits. C'est comme tel. Il ne faisait pas les vérifications. Aujourd'hui, quand tu as un fait, on dit, telle chose a été observée, mais on dit, tu as une batterie de scientifiques, puis d'observateurs d'université, puis de tout ce que tu voudras, qui s'en vont sur place pour vérifier le oui-dire de l'observation et tout ça. Mais à cette époque-là, on n'avait pas la TV, l'Internet, les satellites. Fait qu'on se fiait à la parole des observateurs en se disant, il a vu ça comme ça. Il dit, ah ouais, OK, d'accord. OK. Buffon était, c'est drôle par rapport à Buffon, pour son nom, c'était un phénomène. C'était quelqu'un de très, très respecté, mais qui était aussi très critiqué, même s'il était le directeur du Muséum de Paris de cette époque. Buffon, pour augmenter, puis on lui doit quand même une très grosse collection d'animaux morts empaillés. J'ai visité le musée, je n'ai pas visité toute la collection de Buffon, mais il a 2 grandes collections en Europe, en France. Et lui, son truc qu'il faisait, c'est qu'il allait sur les ports, il allait voir les marins. Il disait, toi, tu partais en Australie, ouais, peux-tu me ramener telle affaire? On m'a parlé d'une bébête avec un bec de canard, on m'a parlé d'une telle affaire. Ah, je fais ça, mon gars, il n'y a pas de problème, mais on ne revient pas avant 2 ans. OK, pas de problème, je suis ici. Il faisait le tour, on dit, selon les oui-dire, évidemment, je fais attention, qu'il faisait le tour des tavernes de marins pour avoir des histoires. Vous êtes allé dans tel endroit de l'Afrique du Nord. Puis Buffon, je te rappelle, il n'est pas sorti de l'Europe, OK? Ou à peine. Ah, vous arrivez de l'Afrique, oui, telle affaire. Ah, là-bas, là, il y a une bête, là, avec un cou démesuré, 8 étages de haut, avec des taches, tu sais. Mais quand tu lis l'histoire naturelle de Buffon, il y a des dessins bizarres. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Des animaux que lui a vu l'interprétation.
comme ça, mais dis-toi que s'il est allé dans des tavernes ou des endroits où si le marin est un peu « Paye-moi une shot, puis je te compte ça, mon gars. » Avec l'animal qui était au cou, 4 pattes, des taches, qui était évidemment une girafe, au bout de 3 pichets de bière, ça se peut bien qu'elle ait quoi allonger. Mais, veux pas, dans les écrits officiels de Buffon, c'est là. Il y a des animaux qui sont pas du tout de la même grosseur qui a été décrit, qui ont trop de pattes, qui ont des affaires, des trucs. On a vu tel bébé, un pays australien, comme ça. Il n'appelait pas l'Australie à cette époque-là en plus, avec un bec de canard et une queue de 40 queues. Hey, l'ornithorynque est resté une joke. Des muséologues ne croyaient pas à l'ornithorynque. Même les premières images qui ont été dessinées par des peintres naturalistes, on croyait à un canular. On avait déjà fait une entrevue sur le canular, l'ornithorynque. Ces animaux-là ne se sont pas retrouvés dans les écrits officiels, alors que dans d'autres, oui, et que d'autres n'auraient pas dû être là. Buffon a admis la licorne, a admis des animaux du fantasy, des dragons, des affaires de genre, a admis ça là-dedans. Il y avait toujours une petite base de réalité. Oui, on a vu un gros lézard, celui de Komodo, on a vu l'ornithorynque, on a vu ci, mais vu qu'il n'y avait pas de rigosité scientifique, on couchait sur papier les commentaires. J'imagine Buffon, s'il se levait le lendemain matin, qu'est-ce qu'il m'a dit, le gars? J'avais besoin de 2 aspirines, le gars, avec un grand verre d'eau. Il m'a parlé d'une affaire. Ah, ouais, c'était ça. Ah, bon, d'accord, OK. Puis ceux qui étaient assez futuits, et ça, j'ai vu ça en écrit quelque part, qui savaient, il dit, on va voir Buffon, il paye bien, ramène-lui telle affaire, telle affaire. Les gars qui étaient wise, ils se disaient, hey, j'ai rien à ramener à Buffon. Ah, c'est un goéland qui traîne là. Oh, on y enrache la tête, j'y colle ça. Hey, je t'ai ramené ça. Oh, bon sang, tu sais. Un exemple, les fameux oiseaux qu'on appelle les paradisiers. Les premiers spécimens qui sont apparus dans les musées ont été envoyés par des marins. À cette époque-là, les voyageurs qui voulaient envoyer une lettre ou un colis le transféraient à un bateau qui rentrait vers le continent. Vous retournez en France, oui. Puis le transfert d'un bateau à l'autre, le fameux colis, 8 ans plus tard, arrivait à la destination du musée. Et les premiers paradisiers ont été mangés par les mythes, ça, qu'il ne restait que le corps. Il n'y avait plus de queue, plus d'ailes. Et ils étaient tellement légers du fait de l'allèchement, de la momification, de l'assèchement, qu'on disait, ces oiseaux-là sont comme des arbres qui volent. On les a appelés les oiseaux du paradis. Les paradisiers. Le nom est resté. On n'avait pas pensé du tout que, ils ont perdu les ailes dans le cours de chemin. Non. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur l'eau. En tout cas, qu'ils étaient dans une boîte. Ouais. Donc, il y avait énormément d'interprétations faciles. Puis pas de contre-vérification. Puis de croyances, puis de ci, puis de ça, puis de façon de faire. Buffon a été critiqué notamment, je laisse faire Aristote et tout ça, parce qu'il faudrait qu'on arrive par chez nous là, assez rapidement, a été critiqué par sa manière un peu de préférence animalière. Quand il a commencé à écrire son livre sur l'histoire naturelle, la classification il y a un des premiers à avoir bien installé une classification d'animaux qui va être changée, qui va être corrigée, qui va être revue et refait. Aujourd'hui, on travaille avec une telle façon de faire. Lui, ses premiers animaux les plus importants de l'ordre des mammifères, c'était les chevaux. Il avait une préférence pour les chevaux. Et donc, les premiers volumes qu'il a fait, c'était les chevaux, après ça, les chiens. Puis, le reste a suivi par la suite. Je ne me rappelle plus combien de volumes, il y en a plusieurs volumes. Et si tu cherches les autres animaux, les insectes, les reptiles, les couleuvres, les grenouilles, c'était inutile pour Buffon. Il dit ça, non, ça ne devrait pas être ça. Ça compte pas, ça. Ça, c'est ça. C'est de la vermine, on est pogné avec ça, ça ne devrait pas exister. C'était ça dans la tête de Buffon. Buffon croyait vraiment, les mammifères, c'était ce qui était noble, et tout ce qui était trop de pattes, trop de poils, qui volent, qui piquent, qui détruit mes réserves de bouffe, c'était de la merde. Dieu ou le diable m'avait envoyé ça, tu sais. Et toute cette classe-là évolutive animalière est d'un poubelle avec Buffon. On va attendre les autres, ils vont dire non, on va placer ça dans les bonnes cases, dans les bonnes places, puis dans l'ordre évolutif des choses. Ça va prendre du temps. Rappelle-toi avec Darwin, tout le combat qu'il a eu contre les créationnistes et l'évolutionniste. Et c'est fou parce qu'encore aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des gens qui sont encore assis sur la question du créationnisme. Dieu a créé les animaux de cette manière-là. C'est pas l'évolution. C'est encore un peu dans les croyances de certaines personnes un
peu à gauche, à droite, un courant qui est encore présent, qui a été très présent au moment que Darwin a sorti son affaire. Écoute, Darwin est parti, puis la première chose qui était encore là, c'était Dieu a fait ça de même. Puis lui, il avait dit non, moi je pense que. Ben, dans les écrits, c'était comme ça. Donc, ceux qui étaient des créationnistes, et dans notre littérature québécoise, on y arrive. On va aller tout de suite chez nous. On n'a rien qui date de. Oui, il y a peut-être des choses qui datent de Talon et compagnie, Jean Cartier et compagnie, mais. Déjà, là, tu vas voir, puis on va partir avec le créationnisme. Beaucoup dans les écrits, c'était Dieu, les créatures de Dieu, remercions le Seigneur d'avoir créé ceci. Et pourquoi on en arrive à ça? Eh bien, dis-toi que beaucoup des livres, quand Gutenberg est arrivé puis il a fait sa presse, qu'est-ce qu'on a commencé à imprimer? La Bible. Qu'est-ce que les moines faisaient? On recopiait des textes. La littérature écrite, l'enseignement des sciences a été beaucoup donné au clergé, a été donné dans les écoles catholiques, a été donné dans les écoles, les jésuites, les collèges privés, ce que tu voudras. C'était des pères enseignants qui enseignaient toutes les autres sciences, le grec et ce que tu voudras. T'sais. Les écrits provenaient de gens de ces études-là qui ont eu une formation catholique, en bon catholique pratiquant croyant, évidemment. Et dans les premiers livres, quand on regarde, justement, j'en prends un de chez nous, on va rester les mammifères de Jean-Claude Dionne, 1902, que j'ai trouvé. Eh bien, on commence par remercier le Saint-Seigneur, tout simplement, d'avoir créé la nature et les bienfaits de nos forêts et que tout ça. Les créations sont regrettables dans le plupart des cas. Merci le Créateur, merci le... Et tout le reste du petit livre de 1900, qui est quand même assez volumineux, tout ce petit livre-là, ben, on remercie à chaque fois qu'il commence. Les lapins, créatures du bon Dieu. Le peuple Québec, créature du bon Dieu. Hey, je ne suis pas rendu à la fin du livre, que c'est long et c'est pénible. Mais c'était ça. Et tu vois, lui aussi, à cette époque-là, en 1903, il a classé les animaux n'importe comment, par ordre de préférence. Il commence avec les lapins. Je ne sais pas pourquoi, il nous disait que lui, il commençait avec les lapins, il aimait les lapins. Puis il finit, si je me rappelle bien, il finissait avec les ours, un truc de genre. Non, il finit avec le lynx, voilà. Alors, aujourd'hui, la classification animalière, à travers le monde, n'est pas comme ça. On commence avec les moins évolués, l'ornithorynque, les échidnés, puis on progresse, les rongeurs, les chauves-souris, on s'en va vers les super prédateurs, et en général, c'est là qu'il y a encore des combats pour les fameux primates. Dans les livres plus anciens, on mettait les primates pour les plus évolués, tu me vois venir, évidemment, on arrivait avec le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan, et nous. Aujourd'hui, ce débat-là a replacé les primates dans un autre ordre évolutif parce que tout n'est pas sur la même ligne au niveau de l'évolution. C'est des branches. Là, on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un livre sur la classification des oiseaux, des mammifères, des poissons, on suit un ordre, ce qu'on appelle évolutif, les espèces primitives ou les espèces les plus évoluées. Okay? Donc, aujourd'hui, on fait ça comme ça. Mais à cette époque-là, les livres étaient faits selon des préférences. Moi, mes animaux préférés, c'était ci. Je vais commencer avec ça, tout en remerciant le Seigneur à toutes les 15 pages. Cette époque-là, la nature était vue comme pourvoyeuse de chasse. Pourvoyeuse. C'était des animaux, là, il y en avait plein. On ne s'inquiétait pas, en 1902, là, on ne s'inquiétait pas du caribou qui va disparaître dans le parc de Gaspésie. On ne s'inquiétait pas de l'ours polaire qui fond sur la banquise. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Puis il faut dire aussi que la populace était beaucoup moins nombreuse que la nôtre aujourd'hui aussi. Tout à fait. Et la populace n'était pas partout. Parce que quand je lis que des trucs comme le chevreuil, dans le livre de 1902, le chevreuil était présent dans le sud du Québec et pas très abondant. Et boy, il devait parler de Longueuil peut-être. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le chevreuil, là, je veux dire, c'est problématique à certains endroits, comme on disait, pas juste à Longueuil. Regarde la ligne d'Orléans, l'île Anticosti n'avait pas jusqu'à temps qu'ils l'ont mis. Aujourd'hui, c'est le paradis des chasseurs. Il n'y avait personne en Anticosti en 1902. Là. C'est normal que Jean-Claude Dionne, pour lui, les chevreuils se sont arrêtés à un certain niveau. Tout le livre est un peu comme ça. Et le fait d'observation, aussi, Jean-Claude Dionne a quand même voyagé. On est en 1900, là, je veux dire, les moyens de transport étaient un peu plus développés qu'aujourd'hui, même s'il n'y avait pas l'Internet. Mais le fait des chasses permettait de dénombrer la nature. OK?
Dans chacun des chapitres de son livre et dans d'autres livres que j'ai sur les mammifères du Québec, de mon pays, à cette époque-là, il n'y avait pas la notion du Québec souverain, OK? C'était déjà les mammifères canadiens. Il n'y a pas de Québec, là. Le mot mammifères du Québec vont apparaître dans les années 80, OK, dans les livres des années 80. Tout avant ça, c'était le Canada. Même si on ne voyait pas le reste de l'Ouest, là, on est au Canada. C'est le fun de voir ça, de relire ça, quand tu vois okay, la couleur politique, la couleur religieuse qui était donnée au discours à l'intérieur des livres comme ça. Mais aussi des choses, des faits comme ça. Ah ouais, tant que ça. Comme tu disais, la population était peu nombreuse, donc elle n'occupait pas autant de territoire qu'on pense. On n'était pas autant présent dans le Nord qu'on peut l'être aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait des animaux un peu partout, sans qu'on s'en doute, ou un truc comme ça. Et des vieux livres de même nous permettent, parce que dans chacun de ces chapitres, à lui, il finit toujours par un petit chapitre sur les chasseurs. Hein? Tel animal, il s'en chasse 10 000 par année. L'animal est chassé pour sa magnifique fourrure, les taupes. Hey, on chassait de la taupe, ils s'en tuaient genre 10 000 par année apparemment. Il y a des chiffres effarants. Il n'y avait pas de main morte, les gars. Peut-être que ces chiffres n'étaient pas tout à fait bien vérifiés non plus. Il faut faire une bémol là-dessus. Mais le livre est intéressant parce qu'à chaque fois, il donne... Puis ça, cette technique-là a tenu jusque dans les années 60. J'ai des livres sur les mammifères du pays qui sont aux Éditions de l'Homme et commandités par le ministère de la Chasse et de la Pêche et du Tourisme du Québec de l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus ça, le ministère du Tourisme, de la Chasse. Tu te rappelles, on a à peu près le même âge. Il y avait ça, le ministère de la Chasse, du Tourisme. On ne parle plus de ça. Aujourd'hui, on parle de faune et environnement, des trucs comme ça, des termes plus politiques, plus corrects. Je sais que c'est important, mais à cette époque-là, c'était vraiment le ministère de la Chasse. Eux avaient des statistiques, ils tenaient compte de tout ce qui était tué, braconné, pas braconné, mais trappé, je m'excuse. Et eux s'en servaient à dire « Ah, cet animal-là est rare parce qu'il n'était pas très chassé. Cet animal-là est hyper abondant parce qu'il était très chassé. Cet animal-là est présent énormément à tel endroit parce qu'il était chassé là, mais pas dans le Grand Nord parce qu'il n'y avait personne dans le Grand Nord. » Puis on fait des découvertes bien amusantes. Un exemple, le beluga. Tu connais bien les belugas. Hein? Fait que quand on va à Tadoussac, c'est le mascotte de Tadoussac. On sait que les belugas à Tadoussac sont très peu. C'est du golf, ça dépasse à peine Charlevoix. On sait que Perrault a fait un film sur la chasse aux marsouins blancs de l'île aux Coudes dans les années 40, à peu près 40-50. C'est la dernière fois qu'on a vu des belugas dans ce coin-là. T'sais. Qui se chassaient du beluga un peu partout sur le fleuve à cette époque-là, qui devait être plus nombreux, évidemment. Il n'y avait pas la pollution chimique qui posait problème. Eh bien, le beluga se voyait devant Québec à cette époque-là. Devant la ville de Québec, voir des belugas était monnaie courante. Okay? Autre exemple que tu ne vois pas aujourd'hui, sauf qu'il y a des petites corrections, le phoque commun qu'on retrouvait jusqu'à Montréal, qu'on retrouvait jusqu'au lac Ontario, au lac Erie, devant Québec, il y en avait. Moi, j'ai déjà lu des trucs où on voyait des petits groupes de phoques communs à l'embouchure de la rivière Saint-Charles. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu passes dans le coin de l'embouchure de la rivière Saint-Charles, avec tout le béton, la traque de chemin de fer, puis la Daishowa, la Fort Birch, tu te dis, il y avait des phoques là, jadis. Ça donne une autre image. C'est quand même impressionnant. Le phoque gris, étant donné qu'il était peu commun, on disait c'est un phoque peu abondant. Ils dépassent à peine les îles de la Madeleine. Ils sont quelques centaines. C'est un phoque au-dessus des milliers dans le fleuve Saint-Laurent. Puis qui écoute, Charlevoix, tout ça. Moi, quand je vais au chalet, là, en voir, c'est monnaie courante. Je ne m'énerve pas avec ça. Là, il y en a partout. Là. Donc, tu avais des populations moins présentes. Tu avais des populations animales qu'on ne soupçonnait pas. Tu as des populations animales qui se sont étendues. Il est possible que le chevreuil, c'est pas étendu. Mais comme on parlait tantôt des feux de forêt, la coupe à bois a toujours profité aux chevreuils. Plus on faisait des champs, eh bien, les chevreuils, les champs, là, c'était drôlement pratique. La bouffe est fournie, le bois est découvert, je peux voir les prédateurs arriver, on a exterminé les loups, on a exterminé l'ours, on a exterminé le cougar. Le chevreuil a pris de la place énormément au Québec. C'est une opportunité, il a tiré profit de tout ça. Ce qui n'est pas dans le cas de Jean Claude Dionne en 1902, pour qui le chevreuil est dans le bas. T'sais. Donc, c'est le fun de ces vieux livres-là, de voir un peu, là, l'aperçu du nom, de la façon, de la connaissance, même certains noms d'animaux.
certains noms d'animaux. Le chat sauvage, avant qu'on l'appelle officiellement le raton laveur, c'est resté chat sauvage longtemps. C'était chat sauvage. Moi, j'allais dire, on est en 1902, donc les moyens de transport sont moindres qu'aujourd'hui. Tu n'as pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Une personne part faire des études là-bas, il faut qu'elle se rende sur l'emplacement d'étudier. Tu n'as pas d'équipement pour étudier, donc c'est juste du visuel. Il faut que toi-même que tu fasses des tests avec les animaux. Donc, beaucoup plus complexe. Donc, si tu veux sortir des œuvres puis être connu, tu peux pas faire des études aussi rapide qu'aujourd'hui tu pourrais le faire, parce qu'aujourd'hui, tu as les caméras vidéo, tu as les drones. Tu as de la technologie. Tu as de la technologie exactement. Qui t'aide énormément, puis tu peux discuter avec plein de spécialistes à travers le monde. Exact. Jadis, tu écrivais une lettre manuscrite avec une plume d'oie. Oui, puis tu mettais ça dans un rouleau, tu envoyais ça sur un bateau qui lui mettait un autre 8 ans avec les ozons empaillés, arrivé dans l'autre musée. Ça. Ah, OK, bon, telle affaire. Je te réponds, cher confrère. Fait que ça fait 16 ans. La lettre revenait. Laisse faire, on n'a pas au feu. Fait que c'est ça. Alors, tu as beaucoup de ces études que c'est finalement... c'était de longue haleine. Des à peu près. Là, parce que... Frère Marie-Victorin a vécu sa vie là-dessus. Mm-hmm. Il a écrit un livre, La Flore Marie-Victorin, mais il a passé sa vie là-dessus. Aujourd'hui, tu peux refaire rapidement, comme tu dis, les technologies de l'écriture, de l'observation, de l'échange d'informations, l'échange visuel, écrit, photographique, et ce que tu voudras. Tu peux faire un livre, un document bien fait en peu de temps. Ouais. Mais l'œuvre de Marie-Victorin est un bel exemple. C'est un travail de moine. Imagine avec la technologie qu'on a aujourd'hui, malgré ça, dans peut-être 5 ans, il y a quelque chose qui a été écrit par quelqu'un aujourd'hui qui va probablement être totalement différent dans 5 ans parce que là, on a découvert autre chose. Oui, mais sauf que, contrairement à Pline l'Ancien, premier siècle, l'autruche, il a fallu attendre les années 40 pour... Hein? Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 18 siècles que ça attend. Ouais. L'avantage d'aujourd'hui, j'aime mieux attendre 5 ans qu'un propos change, dire bon, on corrige telle affaire parce qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'on l'a observé. Et il y a des animaux qu'il a fallu attendre des siècles et des siècles avant de dire ah, OK, il était fait comme ça. Effectivement. Il était fait comme ça. Hey, écoute, je t'amène sur un autre sens très drôle. Les écrits, la façon que c'était écrit des fois, c'était romanesque. Il n'y avait pas... C'était pas grave comment on pouvait écrire. Du moment que c'était littéraire, que ça en était quasiment des concours de poésie, de littérature ou des grandes envolées lyriques, anthropomorphiques, c'était monnaie courante dans ces écrits-là. Là, je te parle d'un petit livre que j'ai en 3 exemplaires qui ont été réédités, mais que les propos n'ont jamais changé. Les mammifères de mon pays, de Saint-Denis-du-Chenay et Roland Dumais, très connus, les gens de mon époque, et même avant. J'avais celui de mon père, qui datait de 50 quelques. J'en ai un de 69, ça a été réédité. Ça a changé, disons, d'édition 4-5 fois. C'est toujours fait pareil. Le livre, il y avait un côté à gauche, l'écrit, avec le titre de l'animal, le nom en français, en anglais, puis la taille, grosseur. Et là, il y avait toujours un sous-titre de l'animal pour donner une ambiance, on peut dire, à la description de l'animal. Et quand on le lit, des fois, tu dis « ouais, ça tient, OK, ça tient ». Là, quand je les ai relus, je dis « d'où c'est qui me sort ça? » Tu sais, je dis « oh, wow, d'accord, c'est ça. » C'est un plaisir de relire ce petit livre-là. Je ne vais pas toutes les lire, évidemment. Le caribou, carrément, on commence avec le caribou ou reine d'Amérique. Il fait une correction tout de suite. Et là, il l'appelle dans son sous-titre « l'asymétrie animale ». Okay, lui a décidé que cet animal-là était mal fait tout de suite. Okay? Et là, ce qui est super drôle, c'est qu'on sait, quand on est au courant des dernières... Puis là, c'est ça qui est le fun. On est en 69, OK? Et aujourd'hui, tu sais, la situation des caribous, la CAQ est pognée avec ce problème-là. Là, on va essayer de sauver les 8 derniers caribous de l'Abitibi, là, tu sais. Puis les quelques 10 derniers qui restent sur le parc de la Gaspésie. Et là, ça, c'est super drôle parce que lui, en 69, il écrit à la fin « La chasse aux caribous est prohibée dans la province de Québec. » On a commencé à parler de province de Québec. Afin d'assurer la survivance de ce cervidé, le gouvernement a fondé le parc de la Gaspésie en 1937 et a établi une réserve en 1949.
Aujourd'hui, il en reste 10, puis il y a plus grand effort qui est fait, malheureusement, pour sauver les quelques-uns qui restent là. Tu parlais du cerf de Virginie. Son sous-titre, ça s'appelle « Le moins vagabond de nos cerfs ». On ne va pas dire ça aux gens de Longueuil. On ne va pas leur dire ça. On va pas leur dire ça. Ils vont t'arracher à la tête. Mon Dieu. L'orignal, l'élan d'Amérique, vulgairement appelé orignal. Il n'y a plus personne qui dit ça, un élan d'Amérique. On n'écrit plus de même. Là. On ne dit pas des jugements de valeur là, en disant « Ah, c'est le moins beau, ça. » Est-ce qu'il n'est pas beau, cet animal-là? Non, non. J'ai des livres récemment sur les CFD faits par Prescott et des sommités. On ne tient pas des propos de même. Puis il y a des anecdotes, des fois, c'est cela, d'où est-ce qu'il me sort ça? Les Français, on parle de l'orignal, les Français sous le régime du gouverneur Montmagny, en 536, échouèrent dans leur tentative de domestiquer l'élan d'Amérique. Aujourd'hui, on le donne tout aussi facilement que le cheval, à condition qu'il soit capturé jeune. Il n'y a pas personne qui donne ça un orignal, sauf la ferme russe à Moscovia. C'est une ferme spécialisée, ça existe. C'est la seule au monde. C'est des orignales femelles jeunes. Le mâle, c'est comme un taureau, il est tenu à part. Ça sert en foresterie. Ils ont domestiqué les orignales femelles comme ça et ça sert à tirer le bois, tout simplement. C'est toute une équipe de femmes qui s'occupe de ça spécialement. Et c'est unique. Et il y a eu des tentatives de tenter ça au Canada, au Québec. Ça a échoué. Ça n'a pas marché. Mais c'est un travail de moine. C'est un peu comme le Cornac avec son éléphant. La dame a son demi-orignal et elle va travailler toute sa vie avec lui. Là, fait que, ils vivent là. Une petite communauté, ils vivent là. Ils ont développé ça. Mais il n'y a personne, mon petit animal-là, là, sur le dos. Là. Il n'y en a pas. Mais il semblerait que le gouverneur de Montmagny se promenait... appelé à Montmagny s'ils se promenaient en orignal, eux autres. La chèvre des montagnes, c'est une chèvre dans les Rocheuses, protégée par le gouvernement de la Colombie-Britannique, c'est correct, présentant une tête qui présente mal à un trophée de chasse. Sa chair n'étant pas très délicate, tout cela favorise la chèvre des Rocheuses. Elle occupera encore longtemps la place particulière de la faune canadienne. Elle n'a pas une tête de trophée. Lui, là, il part, il dit « Ah, pas beau Saint-Mur, ça, cette affaire-là. » Ah, ben oui, on y va. Le livre est que ça. Je l'ai relu. Des fois, il y a des grosses erreurs épouvantables. Un qui s'appelle Le géant des mers. Là, on parle évidemment de la baleine. Et là, on parle du rorqual bleu, le plus grand animal de la planète, la fameuse baleine bleue. Et là, il me commence ce chapitre avec la baleine franche. Et à côté, on met une image de la baleine bleue. Et ça, ce genre d'erreur-là là, est fréquent dans ces vieux livres-là. On te présente un nom d'un animal, c'est pas la bonne illustration. Okay? C'est une erreur volontaire, c'est une erreur, il n'a pas fait attention, il n'a pas vérifié, ou c'est la seule image de disponible qu'il y avait. Très seule image de baleine, celle-là, on va faire l'affaire. Puis ça, j'ai adoré ça, cette phrase-là. Quand il a écrit ça, lui, en 61, il n'était pas des années 80. Tu te rappelles de Greenpeace, toute la campagne anti-baleinière, hein, la chasse à la baleine qui a donné le grand moratoire international d'aujourd'hui sur on ne chasse plus la baleine à part 2 pays qui ont encore des droits. Grande voyageuse, la baleine fréquente l'hémisphère boréal de novembre à avril. Entre-temps, elle nage dans les eaux plus tempérées du sud. C'est durant cette période que l'industrie baleinière bat son plein. La chasse à la baleine est aujourd'hui contrôlée. Elle s'effectue sur de véritables bateaux-usines. C'est ce qui a exterminé les baleines. Parce qu'ils ont vu ça. À cette époque-là, peut-être qu'on a vu ça comme étant ça va bien, on n'a pas trop de problèmes, on ne s'en fait pas avec ça. Il appelle le cachalot le Vandale des mers sans donner aucune explication. C'est le Vandale des mers. Je ne sais pas s'il faisait référence à Moby Dick. Le marsouin, il l'appelle le destructeur des harengs. Probablement qu'il était en conflit avec les pêcheurs de l'époque. Le marsouin blanc, qu'on dit qu'on peut le percevoir jusqu'à la hauteur de Québec. Il n'était pas le seul. Jusqu'à les années 60, on pouvait voir encore des belugas carrément devant Québec. Ce qui est très drôle, tu connais les écureuils gris quand on se promène dans nos parcs ici, l'écureuil qu'on voit en ville. L'écureuil gris, l'écureuil noir. C'est super intéressant. Et où est l'écureuil entre
les écrits anciens, les vieux livres, et comment les animaux ont pris de la place, ont pris de l'expansion. Et ce qui est le fun de voir, on le constate avec ces livres-là. Okay? L'écureuil gris, okay, est très abondant à Montréal, seulement sur le mont Royal, dans les années 60. Donc, des écureuils gris, comme on parlait de l'écureuil gris au Québec, une place, Mont-Royal, à Montréal. Autre chose qui dit plus loin, certains ont une fourrure noire. Ces mutants, ils appellent des mutants, sont très rares. C'est pas de sa faute. À cette époque-là, c'était ça. Il y a des animaux qui ont pris de l'expansion. L'industrie, l'autoroute, on va en venir, on va commencer le prochain chapitre si tu veux avec ça. L'agriculture a ouvert des chemins. Ça l'a nuit à certains animaux, ça l'a profité à d'autres espèces. L'écureuil est un bel exemple. Okay? C'est qu'au début du siècle, ce n'est pas un écureuil qui était présent au Canada. C'est un écureuil qui arrive de la Nouvelle-Angleterre. Et avec le temps du développement des terres, des routes, des moyens de transport, cet écureuil-là est monté jusqu'à ici maintenant. Tellement que cet écureuil-là n'habite même plus les forêts, il est urbain, totalement urbain. Hein? Et il se promène d'une ville à l'autre par les voies de banlieue, ce que tu voudras. Hein? Va en forêt, là, va dans le parc du Chêné ou le parc des Grands Jardins. Il n'y a pas d'écureuil gris. C'est un animal qui est devenu urbain. Alors qu'à cette époque-là, à peine, Mont-Royal, on est dans les années 60. Quelques années plus tard, là, il remonte là. Et le livre est comme ça, tout le long. Plein de petites anecdotes. Je ne veux pas te les faire, évidemment. Des fois, on a des petites rencontres très intéressantes. Puis là, ça, c'est le fun parce que te rappelles-tu de l'ours polaire qui a été vu en Gaspésie il y a 2 ans? Non, ça, je ne m'en rappelle pas. Oui, il y a 2-3 ans à peine. L'ours polaire en Gaspésie. Il y a une dame, elle a réussi avec son téléphone à le prendre en photo. L'histoire finit mal. Là, les services de la faune ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Ils n'ont pas été capables de l'attraper vivant, quoi que ce soit. C'était pas évident non plus. Là, quand c'est la première fois que tu es confronté à cet animal-là, qui est beaucoup plus à l'aise en neige que toi, tu l'étais. Là, les ours noirs, l'hiver, c'est le fun, ils dorment. Mais lui, il ne dort pas, puis il est habile dans la neige. Fait que là, les gardes-champs, ils l'ont abattu, malheureusement. Mais c'est pas... Là, je regarde les médias et je dis « Ah! Ça se peut pas, l'ours polaire en Gaspésie. » Et cette semaine, il y a un ours polaire qui est rentré dans le petit village de Jouac, au nord du Québec. Et, il a semé un peu de panique. Mais des ours polaires qui rentrent dans le sud, ça date, c'est pas d'hier, OK? Le plus gros de nos oursidés, l'ours polaire, comme son nom l'indique, séjourne dans les régions arctiques. On le voit régulièrement sur les rives de l'Ungava, plus rarement dans la baie James et le golfe Saint-Laurent. Toutefois, le 20 octobre 1938, on en a tué un au lac Saint-Jean. Un cas exceptionnel. Moi, depuis cette époque-là, j'ai plusieurs mentions d'ours polaires. Il y a 7-8 ans à Sept-Îles. Il y en a un qui a été trouvé à Sept-Îles. Donc, tu sais, mettons pas ça sur le changement climatique. Oui, ça se peut, mais il y en a qui sont vagabonds. Il y en a qui se promènent. Mais on pense que c'est récent, puis là, on met tout ça sur le dos du changement climatique. Faute du changement climatique, les ours polaires sont rendus à Québec. Non. À cette époque-là, même reculé, il y en avait qui étaient un petit peu plus explorateurs, qui disaient « Moi, je descends dans le sud, voir ce que ça a l'air. » Ils se perdaient, puis ils se démerdaient. T'sais. Fait que il faut pas... C'est ça qui est le fun dans les vieux livres qu'on lit, puis comment c'est traduit, comment c'est interprété d'aujourd'hui. Ça a évolué. Évidemment, la moufette, il l'appelle l'animal le plus redouté. C'est des sous-titres, hein? Je te dis, là. Lui, il commence ses sous-titres comme ça, là. C'est bang, bang, bang. Et je savais pas. 1960, j'ai cherché, je dis, d'où il me sort cette information-là? Sur la moufette. La moufette est utile. OK. Pour tester justement les différents produits nettoyants, non? J'ai fait comme... Ah, OK. Je ne me rappelle pas. Ma tante en avait un. Ma tante, elle avait des manteaux de fourrure. La moufette est utile. Sa fourrure est assez recherchée pour prendre son nom une fois teinte de martre brune. Il existe même des fermes prospères de moufettes. Où ça? Je plains les gars qui travaillent là-dedans. C'est une ferme de moufettes. Hey,
Ah, c'est toi qui s'occupe des mâles. Ah non, chef, c'est pas. Non, c'est la saison des amours. Faites-moi pas ça. T'sais. Elle ne veut pas avoir des voisins alentour de ça, c'est impossible. Mais j'ai cherché, je ne trouve nulle part. On dit des fermes prospères, il doit y avoir des. Non! Depuis quand un manteau de moufette? Depuis quand? J'ai fait comme tout, ça sort. Ça. Fait que des fois, même jusqu'aux années 60, on devait partir d'un fait quelconque. Peut-être qu'effectivement, des gens se sont fait des manteaux et des moufettes. Écoute, de là à ce qu'il y a eu des fermes, peut-être qu'il y a eu une tentative de ferme, peut-être qu'elle était prospère 2 semaines, jusqu'à temps que les employés sont... Oui, jusqu'à ce que les voisins viennent se plaindre. Jusqu'à temps. Les voisins, oui, mais ça, les voisins, je veux dire, quand il faisait 32 dehors et qu'il n'y avait pas de vin, ils devaient juste dire, non, je ne suis plus capable. Non, à moins qu'ils aient trouvé un moyen de mettre un bouchon dans le derrière. Je ne sais pas, là. Peut-être que j'ai ça, puis c'est le seul livre que j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé ça nulle part. Lui, il parle de ferme. J'ai trouvé ça nulle part. Fait que c'est OK, on va savoir. OK, d'accord. Oui, d'accord. Notre lion canadien, le cougar, je termine avec lui parce que le cougar a toujours eu, dès le début, le cougar a une mauvaise réputation. Ça va pas. Le lion des montagnes, le puma, la panthère, ce que tu voudras. Animal particulier, grand chasseur, on l'accuse d'extermination des chevaux. Ça, j'ai bien aimé cette phrase-là de sa part à lui. Le cougar, on l'accuse de l'extermination des chevaux en Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb est arrivé en 1400, il n'y avait pas un putain de cheval en Amérique du Nord. C'est les Espagnols, c'est Christophe Colomb et tous les autres qui vont suivre, qui vont amener les chevaux en Amérique du Nord. Le cheval n'était pas présent en Amérique du Nord. Il semblerait que les cougars ont mangé tout ce qui restait. Okay. Et il finit sa phrase en disant « Il tue sans besoin ». À cette époque-là, on écrivait avec beaucoup d'anthropomorphisme, des trucs de genre... L'exemple du cougar, je te l'ai mentionné tout à l'heure, je ne vais pas te mentionner tous les autres affaires, c'est tellement amusant. Fernand Nathan, un éditeur qui existe encore, je m'étais demandé s'il existait encore, Fernand Nathan. Pas Fernand Nathan lui-même, mais l'édition Fernand Nathan. Elle est sous une autre maison d'édition, tout simplement, mais Fernand Nathan existe encore. Et ils ont fait un livre sur les mammifères du monde. Évidemment, tout ce qui était proche de chez eux, les mammifères européens, russes, africains, nord-africains, pas de problème, les données sont intéressantes. Et plus on s'éloigne, probablement que comme Pline, Aristote, ils voyageaient, on est des années 60, ils ne voyageaient pas, il faut croire, alors que les moyens de transport étaient possibles. On y va go comme ça. Et là, on arrive avec le cougar, le puma. On le décrit en gros comment il est fait, tout ça. Bon, pas de problème, etc. Et là, on arrive à une place où on parle que, bon, il se nourrit de cerfs, de moutons, de poulains. Il semblerait qu'il ne mange que ça. OK? Il mange aussi n'importe quelle sorte de petit animal. Son instinct sanguinaire lui fait commettre des massacres lorsqu'il pénètre dans une ferme. OK? Il n'y a plus de fermier, puis il n'y a plus d'employés. Quand le puma a abattu une proie, il lui ouvre la gorge et boit son sang. Si c'est un grand animal, il dévore une partie de l'avant-train. Il commence toujours par l'aile ou la cuisse, il faut croire. Hein? Il choisit. Et il va cacher là. C'est vrai qu'il cache le reste. Mais de là à dire qu'il commence toujours par le même morceau, là, non. Mais encore là, jusqu'à les années 70, là, la littérature populaire des animaux, des oiseaux, commence déjà à mieux s'installer, à mieux se corriger. Les animaux qu'on connaît bien, qu'on a corrigés, vont s'inscrire dans les bonnes cases, si on pourrait dire, des livres de classification, avec les bonnes informations, revues, corrigées. Il n'y a plus personne qui écrit sur le cougar de même, là. C'est pas vrai, là. Le loup de Tasmanie, OK, le thalasmine, le fameux loup de Tasmanie a disparu, a été filmé en 1909. À peu près les dernières images filmées de cette marsupiale-là, totalement disparu de la Tasmanie, de l'Australie. Dans un livre de fin 1960, il l'a laissé là, comme animal présent en Australie. Genre, 60 ans plus tard. 60 ans plus tard, Nathan ne vérifie pas ses affaires et il inclut dans les animaux australiens, les marsupiaux, le loup tasmanien. Là, je lui dis, il va dire quelque part plus loin qu'il a disparu. Non, nulle part.
Il dit qu'il est encore présent. Wow! C'est encore la complexité de prendre le temps de faire ses recherches, puis de prendre le temps. Puis je pense que des fois, on essaie d'aller plus vite que ce qu'on a besoin de faire, puis on dit n'importe quoi. Aujourd'hui, ça ne passerait plus, c'est ce genre de choses-là. Là. Ben non, aujourd'hui, oui, puis non, là, on va y arriver là, avec les qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui se fait mal, ce que je pourrais dire. Mais effectivement, mais sauf qu'on est à la fin des années 60. Là. Mm-hmm. Le livre de Nathan, écoute, là, le cougar, je te l'excuse. Mais un animal qui officiellement a disparu depuis 1900, et tu es en 1970 et tu le laisses dans ton livre, non, là, je m'excuse. Il y a la TV, les journalistes, les avions, il y a déjà du monde sur la Lune. Ouais. OK. 100, il m'a dit 1800, d'accord, mais hey, minute. Hein? Ça permet de voir comment, comme je disais tantôt, que des animaux vont profiter de la propagation due au fait, il y a des animaux qui ont disparu malheureusement, puis souvent quand on lit des livres d'identification animale, on nous parle souvent du wapiti de l'Est. Quand Cartier est arrivé ici, il y avait des wapitis à Québec, il y avait des wapitis dans Beauce. Mais la chasse, l'agriculture, la perte des prédateurs ont fait aujourd'hui que les wapitis ne se retrouvent que dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain. Donc, des vieux livres comme ça nous permettent de dire « Ah, OK, à ce moment-là, il y a un inventaire. » Puis là, tel livre fait que « Ah, non, ça n'existe plus. » Je te donne un exemple. Le possum. Okay? Le possum est un seul marsupial d'Amérique du Nord. Quand je regarde des livres que j'ai de guides d'animaux qui datent des années 70, début 80, on cite toujours le possum comme présent dans le nord nord des États-Unis et quelques observations faites à Sherbrooke. 1 ou 2 opossums. OK? À peu près. Donc, on le classe dans les animaux potentiellement vus, dans les années 70-80. On le classe dans les animaux potentiellement vus dans la région sud du Québec. OK? Lac-Saint-François, des trucs de ce genre. Quelques années plus tard, Prescott Richard arrive dans les années milieu 90, quasi 2000. Ah, là, il a étendu son aire. Montérégie. On en observe quelques-uns comme ça. On en voit un peu plus fréquemment. Il profite. C'est un animal en progression au Québec. Et aux dernières nouvelles, on en trouve à Montréal, en pleine ville de Montréal. Les gens sont pas sûrs. Ils disent que ça fait là, mais non, on en trouve. Il est possible que tranquillement, cet animal-là, est-ce qu'il va arriver jusqu'à Québec? Oui, possible. Je dis oui, possible. Peut-être pas non plus. T'sais. Les oiseaux, c'est remarquable le déplacement, l'expansion des oiseaux. Je vais donner 2 beaux exemples qu'on connaît bien. Puis quand je fouille dans des vieux livres d'ornithologues, OK, date des années 40 à peu près, 1947. À cette époque-là, c'était fait encore manuel. On se contentait de dire les régions où trouver l'oiseau. On disait nord des États-Unis, sud du Canada. Il n'y avait pas de carte. Donc, sud du Canada, c'était large. OK, sud, cet oiseau-là se retrouve dans le sud du Canada. Mais je ne sais pas où. Le sud du Canada. Voilà, c'était aussi simple que ça. T'sais. Et là, je regarde 2 exemples. Le rubus à tête rouge, qui est un petit vautour, et le fameux dindon qu'on voit souvent dans les médias, là, parce que ils agressent des villages. Ils devraient faire un film d'horreur avec le dindon de l'enfer. Dans leur pas l'idée, ils ont déjà fait plein d'autres affaires. Non, mais j'ai aimé ça, moi, l'affaire. Il y a 2-3 ans, le dindon qui avait terrorisé un paquet de monde dans une petite communauté. Je ne savais pas comment s'en débarrasser, finalement. Je dis, ah non, il va faire un film. Mais il n'était pas là, le dindon. Quand je regarde mon vieux livre, là, c'était la Nouvelle-Angleterre, le Connecticut, le New Jersey, le Vermont. T'sais. Aujourd'hui, on est rendu en Beauce, Bellechasse, Trois-Rivières. On fait de la chasse. On chasse le dindon. Il fait partie de nos oiseaux communs, tellement que tu peux avoir cherché un permis, puis il n'est pas en voie de disparition. Je regarde le rubus, les premières apparitions, 2-3 mentions dans la région du lac Saint-Pierre, 2-3 mentions à Sherbrooke, 2-3 mentions à Montréal. Aujourd'hui, là, tu montes jusqu'à Sept-Îles, là,
Moi, quand je vais au chalet, l'été, là, c'est 1 à tous les kilomètres. En auto, là, je l'indique à Marie-André, regarde, urubu. Puis le soir, les urubus se rassemblent en groupe pour aller, ils font un dortoir avec un gros arbre, ils s'installent tous là, puis ils dorment là, puis le lendemain matin, ils repartent chacun dans son territoire de chasse, de prospection. Et à l'entour du chalet, un soir, j'étais avec mon fils, puis là, on dit, moi, il y a bien des urubus. Puis là, on s'est mis à les compter. Ils s'en allaient dans l'autre baie, se coucher probablement. 21 en 45 minutes. Wow. Donc, c'est plus un de temps en temps à tous les 2 ans. Ces oiseaux-là ont pris une expansion. Et c'est les livres comme ça qui sont super le fun à lire. On dit, wow, OK. À telle époque, là, ils n'étaient pas là. Moi, mes premiers urubus, je les ai vus dans les années 80. C'était au-dessus de McDonald's en Virginie. OK. J'aimais bien l'idée de voir des vautours au-dessus de McDonald's. Écoute, pour terminer, des livres aujourd'hui, quand on fait un livre de guide d'oiseaux, guide d'animaux, c'est fait avec sérieux. Il y a des maisons d'édition sérieuses. Si vous en voulez 2 bonnes à Québec, Broquet et Michel Quintin. Si vous cherchez des guides d'oiseaux, de poissons, reptiles, même vers, insectes, plantes. Avec la bonne information. Oui, bien fait. Avec des équipes qui suivent. C'est sponsorisé. C'est recontre-vérifié. Une biographie qui mesure 40 pages à la fin. C'est bien annoté. Michel Quintin, éditeur, Broquet, éditeur. Côté France, que je lis, c'est Delachaux, Leslie. Eux aussi, j'en ai plusieurs d'eux autres. Super intéressant. C'est bien fait, OK? Donc, aujourd'hui, quand on fait des livres des animaux, qu'on fait une monographie sur l'Orient, le truc de genre, c'est fait le sérieux, là. On ne se permet plus, là, du moins dans les cercles universitaires, surtout si c'est édité dans les Presse de l'Université Laval, Presse de l'Université de Montréal, la BBC, CBC, National Geographic, c'est du sérieux, là. On a du contenu, on a des vulgarisateurs, comme je disais tantôt, David Attenborough. On est dans du costaud, là. On est dans du bien assis, bien comme. Ça ne veut pas dire qu'il y a encore des trucs à découvrir, qu'il y a des trucs à corriger. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va corriger plus tard. On dit, on a cru ça, finalement, on vient de découvrir ceci, on vient de découvrir cela. OK? Ça va. Ça, je fais confiance là-dessus. Cependant, est-ce qu'il y a encore des ratés? Est-ce qu'il y a encore des choses qui se garochent n'importe comment sans aucune relecture? On dit, quoi? Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort? Oui. Mais avant de tomber dans YouTube et Internet, là, c'est incroyable. Là, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus. 2 choses qui se font encore de mauvaises informations ou de véhiculement d'informations rapides. Puis on en a déjà un petit peu parlé. Les médias. Hein? Les médias, des fois, ils vont partir sur un sujet, puis là, on te passe ça comme ça, puis on reste encore sur des caractéristiques rapides, des clichés que les médias continuent de véhiculer, puis qu'il n'y a pas de contre-vérification scientifique en arrière. Et, on avait vu ça, je pense, quand on parlait des requins. Exactement. Je ne voulais pas revenir avec cet exemple-là, mais c'est un bel exemple. Dès qu'on se met à parler des requins, tout de suite, c'est qui? Requin blanc. Ouais. Tout de suite, c'est qui? Est-ce qu'il va manger des gens? Tout de suite, c'est est-ce qu'il y a du danger? Tout de suite. Écoute, avant-hier, il est arrivé un incident à Sydney, en Australie, dans la baie de Sydney, à côté de l'opéra. Il y a une dame qui a été mordue par un requin bulldog. Et là, tout de suite, les médias sont apparus. Attaque! Et c'était marqué une mare de sang. Carrément. Ouais. 2 minutes après, ils ont interviewé une spécialiste des requins qui travaillait à ce coin-là. Puis là, on venait d'apprendre que la dame est allée se baigner là de nuit. Elle est allée courir devant. Ouais. Fait que c'est sûr que ça a comme mal passé. Mais non, c'est pas comme ça que les médias nous l'ont présenté. Mais c'est quelque chose, honnêtement, c'est quelque chose que j'en remarque beaucoup, surtout depuis la pandémie. On a comme cette habitude dans le côté des médias à terroriser la population avec des titres. Puis quand tu lis le titre, finalement, une fois que tu lis l'article, tu te rends compte que ça n'a aucun sens, le titre, mais on dirait qu'il fonctionne au clic. Donc, plus ils ont de clics, puis plus... Oui, mais sans nommer certains journaux, là, c'est sûr que si tu mets le mot sexe sans scandale, ouais. Tout de suite, tu cliques sur l'article pour lire l'article pour t'apercevoir que dans le fond, non, c'était pas si pire qu'on le pensait. Ce qui est le fun, c'est d'aller contre-vérifier un autre journal, une autre information, aller voir ailleurs, dire « Ah, hier, ça a été présenté comme ça ». De voir l'après-perspective, quand ils vont interviewer un scientifique, des fois, on dirait qu'ils sont déçus que le gars leur dit « Non, c'est pas comme ça ». Puis ils disent « Ah, on aurait aimé mieux que tu nous dises que oui, la dame aurait pu être mangée complètement, que nous dire qu'ils sont pas dangereux. »
on ne reviendra plus vous voir. Ouais, non, c'est carrément ça. C'est carrément ça, c'est un petit peu triste, mais c'est ce qui véhicule encore de l'information. L'autre fait, c'est ce que j'appellerais les livres vite fait. Des livres pour enfants, des livres de choses, puis des fois, on pitch des informations, on ne fait pas de contre-vérification. Et je termine avec 2007. J'ai mis la main là-dessus, c'est super drôle. Tu connais le concept des petits livres? Ben, c'est pas des livres, c'est 365 jours, peu importe la thématique. Les œuvres d'art, il y en a un sur Star Wars, des pensées, des philosophies, des quiz. Moi, j'en ai un sur les œuvres d'art. À chaque jour, il faut que je découvre c'est quelle œuvre d'art. Je suis tombé sur un comme ça dans une boîte à livres. C'est 365 questions-réponses, le curieux, comme ça. C'est français, il y a beaucoup de choses sur la France, l'Europe, quel roi, quel ci, quel ça. Puis, je ne pourrais pas vérifier les informations de l'histoire de la France, de la culture de la France, de l'économie de la France là-dessus. Je trouve qu'au côté, comme je te disais, les animaux, là, j'ai fait comme... Il y a des perles. Il y a des perles. J'ai adoré ça, les perles. Je vais terminer. Le genre de livre qui est vite fait. On met de l'information. On retrouve ça sur le phénomène de l'Internet et de YouTube. Puis comme je disais, je ne voulais pas qu'on fasse tout un débat. Vite pitché, pas vérifié. Le livre n'est absolument pas sponsorisé par une quelconque école ou une équipe d'école ou d'université ou un chercheur. C'est une édition de maison vite pour OK, on fait un truc, à chaque année on fait un truc, puis j'imagine qu'ils le font à chaque année, ils changent les questions, ils ramènent des questions. Quand tu as des trucs qui sont un peu gros, puis des trucs qui sont comme oh mon Dieu, on véhicule encore des idées comme ça. Combien de dents les requins ont-ils? Les requins peuvent avoir jusqu'à 3000 dents. 3000 dents. Déjà, tu te figures dans ta tête, 3000, là, ça en fait. Là, quand tu regardes des films de requins, ou même si tu vois des vrais reportages sur le requin, essaye de compter rapidement. Dis, il me semble 3000, c'est comme beaucoup. Prends 3000 œufs d'une boîte à œufs, là, ça en fait, là. 3000 couteaux dans un bac, là. C'est un nombre, là. Mais tu vois, je comptais, pour le fun, tantôt, j'avais une photo de la gueule d'un requin, puis je comptais pour le fun comme ça rapidement, puis je t'aurais dit 75, 100 max avec ce que je vois visuellement sur la photo. C'est ce qu'on voit. Mais ici, j'ai une image d'un requin blanc, puis on me dit 3000. Je t'ai envoyé quelqu'un qui a fait un montage complètement affreux. Et on peut imaginer les 3000. On voit bien là, que ça descend jusqu'à quasiment dans le fond de l'estomac. La bête est un appareil à charpie d'un bout à l'autre. C'est le requin typique de, comme je disais, de Deep Blue Sea, celui qui est modifié génétiquement. Oui, ça va. Pour un film d'horreur, ça va être correct, ça va être drôle. Probablement ça fonctionne comme une scie à chaîne. Fait que, probablement, écoute, on a les vérifications faites par... premièrement, j'ai été revoir, puis c'est là que tu vois que comment c'est vite fait, puis comment, des fois, c'est mal interprété. Les requins peuvent avoir des milliers de dents. Les chiffres vont de 30 000 à 50 000 dans leur vie. Ouais. Okay. Parce qu'ils repoussent. C'est des rangées qui tombent en avant, puis qu'en arrière, il y en a d'autres qui repoussent. Donc, ils peuvent avoir plusieurs dents, mais pas forcément 3000 en avant. C'est une nuance. Ça, c'est une chose. Ouais. Et dans leur vie, c'est long. Hein? Si le requin vit 10, 15, 20, 30 ans, 60 ans actuellement qu'on a évalué pour Deep Blue, l'un des plus gros requins blancs, une femelle qui est suivie par plusieurs scientifiques, on évalue son âge à 60 ans. On ne parle plus pareil, là. Non. Fait que 3 000, 30 000, il faut faire attention, on place les chiffres. Mais souvent, c'est mal vu, on veut vendre l'article, on dit n'importe quoi, on ne se vérifie pas. Oui, il y a des requins qui ont des milliers de dents. Le requin à grande gueule, le requin baleine, ce sont de toutes petites dents microscopiques qui sont à peine des petites aiguilles, peu dangereuses, mais c'est des filtreurs de plancton. Oui, s'il y en a des milliers, moi, j'appelle plus ça des dents. Là. C'est une espèce de petite râpe en avant qui permet de faire en sorte que quand ils foncent dans ces planctons, ils ne perdent pas trop de plancton. Ouais. Il faut faire attention à ce genre d'écrit qui est vite fait, là, donné blanc comme ça. T'sais. Et je termine avec un autre exemple que j'ai fait comme misère, j'ai râlé le fun. Ça s'appelle « Les vampires existent-ils? » On va rejoindre des films d'horreur. Fait que moi, tout de suite, j'ai répondu « Oui. » Ça va. C'est exactement, ils disent oui, en Amérique du Sud. Oui, pas de problème. Je suis très d'accord avec ça. Et là, je commence à titiller de l'œil en disant la photo qu'ils mettent à côté. D'ailleurs, la photo qu'ils mettent à côté, c'est tellement drôle, je te la montre. J'ai une chauve-souris qui est posée, qui est montée la tête à l'envers, hein, dans ce sens-là, alors que dans la réalité. C'est une citrouille? Non, c'est une pomme. Ah, une pomme. Oui, alors pour une vampire avec une pomme dans la bouche, il y a un problème. On a vu ça dans Fright Night.
Oui, d'accord, dans peut-être, mais là, pas ce cas-ci. Dans le fond, la chauve-souris qui est sur la photo, qui est posée à l'envers en pensant, parce qu'elle devrait avoir la tête en bas, en pensant, elle a une pomme dans la bouche. Et là, on dit, ce sont de grosses chauves-souris. Non. La vraie vampire sud-américaine, qui existe deux sous-espèces de vampires sud-américaines, c'est un hamster avec des ailes. C'est pas plus gros que ça. C'est gros, petit hamster. Dans n'importe quel livre, ils vont dire cette petite chauve-souris minuscule. Les chauves-souris se divisent en deux familles. Ce sont les chiroptères, du nom scientifique. Il y a les méga-chiroptères, donc les grandes chauves-souris. Dans Indiana Jones, le deuxième, les grandes chauves-souris qui volent. Les roussettes, c'est la photo que tu as là. C'est la photo de cette chauve-souris-là. C'est une roussette. Peut-être africaine, indienne ou australienne. Ce sont ce qu'on appelle en anglais des flying fox, des renards volants. Ils ont le corps d'un lièvre, d'un lapin et des ailes. Ça peut faire 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 50 pour les plus grandes d'entre elles. Elles mangent toutes des fruits. Ce sont toutes des frugivores. D'où la pomme. D'où la pomme dans la gueule. D'où la pomme dans la gueule. Alors là, on te met ça paf comme ça. Mauvaise photo, mauvaise information de la taille, mauvais sens de la photo. Elle porte le nom des vampires des légendes car elles se nourrissent uniquement du sang. T'sais. La nuit, elles sortent pour mordre les gros animaux comme les chevaux ou les porcs. Elles s'attaquent rarement à l'homme. Là, j'essaie d'imaginer les gens qui lisent ça, qui voient ça, la chauve-souris. Non, mais attends, là, le pire pour un cheval, là, c'est d'être attaqué par une vampire et un cougar. Comment, François, j'ai besoin de savoir comment ça se fait qu'on a encore des chevaux sur la Terre. Oui, je ne sais pas. C'est la faute à Christophe Colomb. Probablement. Christophe Colomb... En fait, Christophe Colomb aurait dû être mangé par un cougar. Mais Christophe Colomb a repeuplé l'Amérique du Nord avec des chevaux parce que les cougars et les chauves-souris avaient mangé les premières batches nord-américaines. Exactement. Écoute, moi, je sais que la chauve-souris vampire en Amérique du Sud, la problématique que ça porte le plus, c'est sur le bétail. Non pas les chevaux ni les porcs, mais sur le bétail qui est laissé dehors, dans les champs. Le bétail dort, la nuit est calme, et la chauve-souris s'approche. C'est la seule chauve-souris qui marche en passant. Elle se pose, elle n'attaque pas comme ça, elle se pose, elle marche tranquillement, et avec ses toutes petites dents, elle vient de faire une petite incision, elle boit un peu de sang, c'est tout. C'est l'infection. C'est les infections que ça peut provoquer. C'est la rage, si je me trompe pas. La transmission de la rage, les infections que ça peut provoquer, qui est la problématique là, de cette chauve-souris-là. Hey, on parle de 2 petites zones. C'est pas toute l'Amérique du Sud. On fait attention, là. On parle de l'Équateur, du Pérou, du Chili. Cette chauve-souris-là n'est pas présente dans toute l'Amérique du Sud. Mais là, on te pitche ça. Oui, Amérique du Sud, gros chauve-souris, mauvaise photo. Tu vois, c'est le genre de choses qui, malheureusement, faites attention quand vous prenez de l'information. Prenez des livres chez des éditeurs. Si vous regardez quelque chose à la télévision, voyez qui a fait le reportage. Sur YouTube, vérifiez les sources. Faites attention. On voit souvent, j'aime ça regarder sur YouTube, des trucs. Tout le monde a un téléphone cellulaire à travers la planète aujourd'hui. Plus les caméras de surveillance que partout en ville. Là, on voit des affaires. On dit, wow, des trucs. Il faut faire attention. Il y a des trucs, des fois, c'est mal interprété. L'autre fois, je regardais, c'était sur l'Inde. Hein? Alors, l'on était là, puis là, il y avait des animaux. Puis là, j'étais en Inde, puis il montrait. Puis là, il dit, ce jaguar s'attaque. On est en Inde, il n'y a pas de jaguar. Allô, quelqu'un va me répondre. Là, le gars mettait n'importe quoi. Dès qu'il y avait un bébé avec des taches dessus, là, tout ça, là, c'était en Inde. Il dit, c'est bon. Mais non, arrête. Il savait ça tout long. C'est dommage, parce que les premières images, c'était correct. Ouais, c'est pas... Mais non, c'est pas sa place. Il y en a plein. Il y en a plein des affaires de même. C'est monnaie courante. Donc, de faire très attention à la façon dont on nous présente les informations. Et l'autre chose, il faut faire attention. Il y a des YouTubers qui commencent à le dénoncer, des scientifiques qui le dénoncent. Les photos truquées, les images extraordinaires d'animaux. Mais on avait parlé il n'y a pas si longtemps, il semble. Oui, mais il y a un gars qui a fait une recherche. Il y a des photos qui circulent en ce moment d'ours et de loups côte à côte, là, magnifiques. Là. Ils viennent de découvrir, c'est dans un pays d'Europe de l'Est. C'est une gang de photographes professionnels, des gars qui ne disent pas leur nom, évidemment, ont payé des agriculteurs pour aller mettre dans les champs des cadavres de cochons. OK?
Et ils sont cachés dans des huttes de chasse, et ils attendent que les ours et les loups se pointent pour prendre ces clichés-là. Donc, c'est pas des clichés naturels. Ouais. C'est absolument pas des clichés naturels. Et le YouTuber qui a fait la démonstration, c'est extraordinaire. Il nous a montré aussi en même temps les fameuses grenouilles là, dans des contorsions bizarres, là, magnifiques, des grenouilles qui sont sur le dos d'un escargot, qui sont aussi... Et on venait d'apprendre que ces animaux-là ont été congelés avec des broches de fer pour les besoins de la photo. C'est dégueulasse. Il y a une couple d'années, et ça, c'est 1 an plus tard, tu sais qu'à chaque année, il y a toujours le World Mondial Photo Press truc. Mm-hmm. Et dans la catégorie sciences naturelles, c'est un photographe chilien ou un sud-américain qui avait gagné une photo d'un fourmilier sur une tourmitière avec des effets de luciole qui étaient tout le tour. C'était magnifique. Il avait gagné le Grand Prix. 1 an plus tard, il a été dénoncé parce que quelqu'un a retrouvé le tamanoir, le fourmilier, empaillé chez quelqu'un. Donc, c'était entièrement monté. C'était entièrement monté. Donc, oui, peut-être que du côté des livres, on voit moins ça, mais du côté des médias sociaux, YouTube, Internet, c'est pire. On est revenu finalement au trucage, au truc. Si les vieux marins de l'époque de Buffon se disaient « On va me gagner une pinte de bière à soir, ils content une histoire », ben là, il y en a qui gagnent leur foin en truquant. Soit en truquant l'écologie de l'animal, soit en truquant l'image. Donc, d'être prudent. On a peut-être évolué, comme on disait tantôt, au niveau de l'information, de l'échange de l'information, de la recherche avec les technologies, mais il y a un côté pervers. On s'en sert aussi pour faire croire, pour faire durer des mythes, des légendes, ou gagner des concours photos, des trucs comme ça. Fait que voilà, ça fait un peu le tour de la question. Ce discours sur la vulgarisation d'hier à aujourd'hui. Et cette vulgarisation aux mains de qui? Vérifiez vos sources, c'est tout ce que je peux vous dire. Vérifiez comme il faut. Qu'est-ce que vous regardez? Ne croyez pas tout de suite d'un coup. Toujours d'être prudent nomme-nous de l'information. les deux compagnies québécoises là, qui font des... Michel Quintin et Broquet. Fait que ça, si ça sort de ces deux maisons d'édition-là... Ces deux bonnes maisons d'édition de Québec. Si vous voulez un livre sur la guide d'oiseaux, guide d'animaux, guide d'insectes, de poissons, de plantes, je viens d'acheter le dernier sur les reptiles, tellement bien fait, avec le concours de l'Écomuséum de Saint-Anne-de-Bellevue. L'Écomuséum de Saint-Anne-de-Bellevue est un des plus sérieux au niveau de la nomenclature. C'est eux qui tiennent l'Atlas des reptiles amphibiens du Québec depuis les années 70-80, même un peu plus tard. Eux, là, c'est des sommités, là, eux autres. Là, c'est précis. Alors, le type, il travaille avec lui. Il a monté un dernier guide chez Broquin, ou Quintin, je m'excuse, un des deux. Et bien fait, des infos, là, wow, comme ça. Là, ben, oui, aller vers des maisons bien faites, bien éditées. S'il n'y a pas de biographie à la fin, s'il n'y a pas de revue recorrigée par les professeurs des ci, des ça, une université, ça a été fait vite à la boboche avec des images puis des trucs que dire, il me semble que j'ai vu ça sur Internet. Pensons à côté. C'est pas de l'acheter pour avoir du fun à le lire comme moi le soir pour râler, là. Ça me fait du bien. Je m'en rouvre une deuxième bière. Je dis, allez, on va lire le reste. On va avoir du fun. J'aurais du fun, moi, avec Buffon. Je pense que je me serais amusé. François, voilà. Merci beaucoup. Allez, et puis on se dit à la prochaine. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé 1 fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.